c'est parti. Bon, il y a peut-être pas quoi mettre une musique de victoire, hein. Non, rien n'est joué. Bon. Donc vous avez vu, là, je viens de partager sur Facebook, là, c'est un numéro spécial, c'est un mini show tout à fait spécial. J'avais pas prévu de faire un mini show ce soir, mais bon, là, faut y aller. Parce que voilà, il y a eu une réunion à la Commission européenne à Bruxelles. Alors monsieur Jean-Claude Juncker, le grand chef, le grand Manitou de la Commission européenne, c'est-à-dire c'est le pote à Mario Draghi, c'est le copain à tous les grands, les gars qui sont tout en haut, quoi, qui décident tout bien tout pour que nous on soit bien. Eh bien, il a dit qu'il allait finalement enfin mettre en place l'Europe sociale et qu'il allait conseiller à tous les pays de l'Europe de mettre en place un salaire minimum garanti pour... Alors, ça reste très flou encore sa proposition, hein. Il faut pas se leurrer, hein. On est loin d'un revenu de base, on est loin d'un revenu d'existence, mais bon... quand j'ai vu les résultats de la primaire de gauche là l'autre soir et que j'ai vu que c'était un type qui sort de je sais pas où, monsieur Benoît Hamon là, qui ne fait que parler du revenu d'existence, qui a tout d'un coup pris la main sur les élections primaires et qui s'est retrouvé devant tous les médias à parler du revenu d'existence, je me suis dit oh là 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 là, c'est bizarre ça. Ben non, c'est pas bizarre, c'est pas bizarre. Je vais vous reprendre le raisonnement. Je m'excuse pour les gens parce que ça fait 15 fois que je le dis, mais je m'excuse pour les gens qui l'ont déjà entendu. Mais bon, le raisonnement, il est très simple. Si l'Europe ou si n'importe quel pays met en place un revenu de base, un revenu d'existence, du point de vue du sommet de la pyramide, du point de vue des banquiers, c'est une bonne chose. Pourquoi? Pour plein de raisons. D'abord parce qu'ils savent très bien que au niveau social, les gens commencent à en avoir jusque-là et qui sont à deux doigts de faire la révolution, c'est-à-dire de venir couper la tête aux banquiers à Bruxelles ou de venir envahir l'Élysée. Donc évidemment, la moindre stratégie pour calmer tout le monde, c'est de donner un petit peu de pognon. Et puis comme ça, les gens se disent « Ah bah ça va finalement, ils sont gentils ». C'est exactement la même démarche qu'une femme battue qui dit « Ah bah oui, mais non, je vais quand même rester encore un peu parce qu'il m'a offert des fleurs ce matin ». C'est la même chose, c'est la même chose. C'est le syndrome de Stockholm, c'est le respect des maîtres, le respect des preneurs d'otages. Enfin bon, c'est des mécanismes psychologiques qu'on connaît bien. Donc, du point de vue du sommet de la pyramide, c'est super, ça calme. D'un autre côté, si vous vous mettez à la place d'un grand banquier international ou d'un banquier central, vous savez très bien que votre système est en train de s'écrouler. Pourquoi? Parce que pour que l'économie fonctionne, il faut que les gens aient les moyens comptables de comptabiliser leurs différents transferts de biens et de services réels. Pour que l'économie fonctionne, c'est-à-dire pour que les échanges de biens réels puissent se réaliser dans l'économie réelle, il faut que les gens aient des chiffres sur leur compte en banque. Il faut que les gens puissent comptabiliser leurs transferts. Or, pour qu'il y ait des chiffres sur les comptes en banque, il faut qu'une banque commerciale crée des chiffres sur les comptes des agents non bancaires, et pour que ces chiffres soient créés, il faut soit que les banques achètent quelque chose à un agent non bancaire, c'est-à-dire prélèvent quelque chose sur l'économie réelle et ne le payent pas, enfin le payent par distribution gratuite de chiffres qui coûtent rien et sur lesquels elles ne payent pas un centime d'impôt, ou bien que les agents non bancaires viennent se soumettre à l'émission particulière centralisée du secteur bancaire et se fasse créer de la monnaie nouvelle. Et pour se faire créer de la monnaie nouvelle, il faut prendre un crédit. C'est-à-dire que même à 1 ou 2%, il faut en rendre quand même plus que ce qui a été créé. Donc les banquiers sont très conscients de ça. Or, pour qu'il y ait des chiffres, suivez bien le raisonnement, pour qu'il y ait des chiffres sur les comptes en banque, il faut soit que les banques prélèvent des choses, mais ça se voit, soit que les agents non bancaires prennent des crédits. Mais là, les agents non bancaires, ils veulent plus prendre des crédits. Pourquoi? Parce que dans la population, je peux vous dire que le fait que l'argent d'un crédit ne vient de nulle part, ni de l'épargne d'un épargnant, ni des fonds propres de la banque, ni de la monnaie de la banque centrale, ça commence à se répandre comme une traînée de poudre. Donc je peux vous dire que les gens qui savent ça, à moins d'être complètement obligés parce que vous êtes au 36e dessous, vous ne prenez plus de découverts, vous évitez les découverts et vous ne prenez plus de crédit. Donc résultat, l'économie réelle, les populations, les particuliers n'empruntent plus. Plus de création monétaire de ce côté-là. Les entreprises, comment voulez-vous qu'ils fassent des crédits en ce moment, puisqu'il n'y a pas de visibilité sur l'économie dans les mois qui viennent?
Il n'y a pas d'espoir de reprise, donc c'est vraiment pas le moment de se réendetter pour acheter des machines supplémentaires, étant donné que les machines qu'on a fonctionnent à 50% de production. Le gars qui a un restaurant, son restaurant il est à moitié vide, donc il n'a pas besoin de racheter des tables ou d'agrandir son restaurant. Déjà il tourne pas, donc pas d'investissement du côté des entreprises et du côté des États. Déjà, les États, ils sont endettés jusqu'au cou, et ils savent très bien que les contribuables commencent à comprendre que la plus grande part de leurs impôts, elle part pour le service de la dette, c'est-à-dire pour payer les intérêts sur la monnaie qui tourne sur les comptes. Donc, les contribuables, c'est pas le moment de leur remettre des impôts en plus. Donc, les États ne peuvent pas s'endetter encore plus, puis en plus, ils n'ont pas non plus de visibilité de reprise de l'économie. Donc, plus personne ne crée de monnaie. Et donc, comme l'ancienne monnaie, elle est détruite par le remboursement des intérêts, des crédits d'avant, il y a de moins en moins de monnaie dans l'économie. Regardez d'où vient la dette de Gabriel Rabhi, regardez qui crée la monnaie, regardez toutes les vidéos qu'il peut y avoir. Vous comprendrez que la masse monétaire, elle se remplit par les crédits et les achats bancaires, elle se vide par les remboursements et les ventes des actifs des banques. Donc du coup, il n'y a plus de monnaie dans l'économie, la baignoire se vide et on ne peut plus faire les transactions qu'on voudrait se faire. Donc les banquiers, qui connaissent très bien ces mécanismes-là, ils se disent, bon là on est dans le caca parce que les gens ne créent plus de monnaie, donc du coup l'économie s'écroule de plus en plus, et là ils vont vraiment s'énerver les gars, la population, ils vont venir nous foutre des coups de fourche dans le cul, c'est sûr. Donc on a une solution, c'est de leur redonner de la monnaie. Mais ils ne veulent pas emprunter, ils ne veulent pas nous reprendre des crédits. Mais nous, il faut qu'on arrive à les réendetter derrière. Donc il faut juste qu'on déclenche une petite reprise économique, que tout le monde croit qu'il y a une reprise et qu'ils reviennent tous chez les banques se réendetter. C'est ça, la manip. Bon, alors comment on fait ? Eh bien, si on fait comme en Australie en 2008 et comme aux États-Unis, qu'on leur donne par exemple un petit peu d'argent par création monétaire, ou alors qu'on dit aux États de leur faire un petit crédit d'impôt, je sais pas, comme avait prévu Varoufakis en Grèce, de leur redonner un petit peu d'air sous forme de monnaie qu'ils ne seraient pas obligés d'endetter les agents non bancaires, les particuliers, les entreprises et les États. Si on leur redonnait un petit peu de monnaie sans qu'ils aient besoin de venir à la banque se reprendre des crédits, eh bien qu'est-ce qu'ils feraient ? Ceux qui ont des crédits, ils rembourseraient leurs crédits, ça renfloue les banques par le bas, donc on s'en fout, ça le résultat il est le même. Il y en a qui dépenseraient un petit peu en Chine ou n'importe où, mais la plupart, tous les pauvres qui vivent, qui sont à découvert le 15 du mois, ils achèteraient à manger dans leur épicerie, ils iraient s'acheter des fringues, ils s'entraideraient les uns les autres, ils se rendraient des services. Et ça refait tourner l'économie. Instantanément, du jour au lendemain, vous donnez 500 € ou 1000 € à chaque citoyen d'une zone nationale ou d'une zone monétaire, paf, l'économie redécolle tout de suite, mécaniquement. C'est pas que ça crée de la richesse, c'est pas que ça crée de l'inflation, c'est que ça permet juste à des transactions qui ne pouvaient pas se faire auparavant de se faire. La richesse, elle a toujours été là. On aurait bien voulu aller au restaurant, manger un petit coup de temps en temps, ou aller au cinéma, ou s'acheter un nouveau t-shirt. Mais on peut pas. Il n'y a plus de chiffres sur les comptes. On est tous à zéro. On a tous claqué notre épargne. Il n'y a plus de pognon. Donc, si on nous redonne un peu de chiffres, un peu d'argent, un peu de monnaie, eh ben, on va redépenser tout doucement. Et du coup, les transferts qui ne pouvaient pas se faire faute de chiffres, vont recommencer à se faire. Ça s'appelle une relance économique. L'activité reprend, l'activité repart. On va un petit coup au restaurant, on se rachète un petit truc, on va un petit coup au cinéma. Et là, la beauté de la manipulation que très certainement ont en tête les banquiers centraux, c'est de se dire, bon, parce que c'est la même manipulation que d'acheter un paquet d'actions pour faire monter un prix, et que tous les pigeons derrière se disent, oh là là, ça monte, faut qu'on achète. Et du coup, c'est les pigeons qui font monter l'action. Mais c'est vous qui avez déclenché le mouvement. C'est une manipulation qui est quotidienne sur les marchés financiers et sur les marchés boursiers. Bon, donc là, c'est le même principe. On fait une petite relance économique. Tout le monde voit que la courbe de la relance remonte. Alors, il y a peut-être un petit peu même la courbe du chômage qui baisse un petit peu, parce que forcément, quand l'activité reprend, il y a quelques entreprises qui se retrouvent à avoir besoin de manœuvre, donc qui embauchent un petit peu. Et du coup, tout le monde se dit, ah bah ça y est, c'est la reprise. Donc,
quelle est la réaction des particuliers? Les particuliers se disent, ah bah dis donc, ça a l'air de reprendre, là, depuis le temps qu'on a envie d'acheter une maison au lieu de rester locataire, allez hop, on va chez le banquier, on prend un crédit, on achète, faut faire attention, parce que s'il y a de l'inflation, les prix des maisons vont monter, donc faut vite qu'on aille chez le banquier prendre un crédit. Les entreprises, ils vont se dire, ah bon, bah c'est bien, on peut réembaucher un petit peu, on peut reprendre un peu une machine ou deux pour augmenter on peut agrandir un peu notre usine ou notre restaurant ou notre cinéma, rajouter un peu de place, et du coup, on va faire des travaux, on va prendre un crédit chez le banquier. Et même les États peuvent très bien se dire, ah bah maintenant il y a de la reprise, donc même s'il y a un petit peu d'inflation, c'est pas grave, l'activité va reprendre, donc les gens vont nous payer plus d'impôts, donc ça va pas leur faire du mal, ça va pas leur faire plus mal si on a un petit peu plus d'intérêt à payer, ils s'en rendront pas compte, ça sera pas douloureux, donc allez hop, on peut reprendre un petit peu des dettes pour embaucher quelques fonctionnaires supplémentaires ou faire quelques travaux magnifiques qui vont nous mettre en valeur. Alors évidemment, du point de vue d'un banquier central, c'est la meilleure manip à faire. Et donc, quelle est la réflexion stratégique que nous devons absolument faire? Ça fait combien, 3-4 ans maintenant que je nous le répète. Nous devons absolument comprendre qu'un revenu de base, un revenu d'existence, c'est simplement quelque chose qui est destiné à résoudre un problème de déséquilibre entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui s'appauvrissent exponentiellement. Ce déséquilibre, d'où vient-il? Il vient du fait que certaines entreprises, certaines multinationales, certains politiciens bien placés, en liaison avec certains banquiers bien placés, en liaison avec certains patrons bien placés, ont accès au robinet de la création monétaire. Et donc, ces gens-là, qui eux peuvent avoir de la monnaie quasiment gratuite. Vous savez qu'en ce moment, la BCE crée de la monnaie pour acheter des obligations aux plus grosses entreprises du monde. Des obligations, c'est un bout de papier sur lequel on met je te dois tant. Et la multinationale échange ses obligations avec de la monnaie fraîche à la banque centrale directement. C'est le quantitative easing, ça s'appelle l'assouplissement quantitatif. C'est un moyen de remettre de la monnaie dans l'économie. Mais là, ils ont compris qu'il fallait remettre de la monnaie par le bas. Or, tous les modèles, la plupart des modèles de revenus de base, de revenus d'existence en ce moment, ils reposent sur une redistribution. Qu'est-ce que c'est qu'une redistribution? Ça veut dire qu'on prend aux riches pour donner quelques miettes aux pauvres. Ou on prend à ceux qui sont au-dessus de la moyenne pour redonner un revenu d'existence identique à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend d'un côté et qu'on donne de l'autre. Ça ne change rien à la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. Ça ne peut évidemment pas résoudre le problème d'un déséquilibre exponentiel entre des gens qui ont accès à de la création monétaire, c'est-à-dire à l'enrichissement ex nihilo qui permet de créer ou d'acheter tout ce qu'on veut sans rien produire à la place. On ne peut pas résoudre le déséquilibre d'un enrichissement exponentiel par une redistribution linéaire d'unités monétaires existantes qui ont déjà été créées dans un déséquilibre exponentiel. C'est pas possible. Là, je m'adresse aux matheux, aux ingénieurs. Comment voulez-vous résoudre un problème je sais pas, un bateau qui coule en prenant de l'eau et en la remettant à un autre endroit du bateau? Voilà, c'est ça le truc. Il y a un bateau qui se remplit d'eau et nous, on vide l'arrière, on remet à l'avant. Ou on vide l'arrière parce qu'il y a beaucoup d'eau à l'arrière et on met de l'eau partout. Mais non, ça peut pas marcher, les gars. Faut arrêter le robinet, faut arrêter le trou. Bon, donc, notre compréhension est la clé, la pièce maîtresse de notre avenir. Si nous comprenons que la création monétaire, actuellement, est exercée par un petit centre de pouvoir privilégié, dictatorial, qui décide, grâce à ce pouvoir, de tout ce qui va être créé dans une zone monétaire, et de qui va vivre, qui va crever de faim, qui va s'en foutre plein les poches, et qui va se faire piller. Ce centre de pouvoir-là, nous pouvons comprendre sur quoi repose son pouvoir. Il repose sur le fait de pouvoir acquérir des biens, des services, des ressources, des entreprises, des actions, des titres et des reconnaissances de dette signées par le public sans rien jamais produire lui-même.
Et donc forcément, ce déséquilibre-là ne peut pas se résoudre par une redistribution. Il ne peut pas se résoudre par une cotisation imposée à ceux qui s'en mettent plein les poches pour redonner à tout le monde. C'est mathématiquement pas possible. Donc si on comprend ça, eh bien on se dit que ce qui compte, c'est la maîtrise du robinet. C'est la maîtrise du robinet du crédit qui permet d'accéder à la démocratie, qui permet d'accéder à la liberté, qui permet d'avoir chacun sa propre part de crédit et, à terme, de décider en son âme et conscience de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on la dépense pour soi-même? Est-ce qu'on la met en commun pour faire des projets communs? Et donc, ce raisonnement-là, par nous, de la base, de comprendre ça, de comprendre que l'hélicoptère-monnaie, c'est d'une part pour les banquiers un moyen de sauver le système, de nous faire croire qu'il y a une relance pour nous réendetter derrière pendant 80 ans. Mais que nous, par la base, si nous comprenons ce système et que nous exigeons que la création monétaire finance, soit utilisée, devienne le futur revenu de base, le futur revenu d'existence que chacun reçoit individuellement, à ce moment-là, on résout évidemment tous les problèmes de distribution asymétrique de la monnaie actuelle, et on résout en grande partie tous les problèmes de redistribution. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a une bande de faux monnayeurs dans l'économie, et qu'on leur prend un petit peu de force sous forme d'impôts ou de cotisations, une partie de leur butin pour leur donner à tout le monde, tant qu'on ne les empêche pas de faire de la fausse monnaie, ils continuent à faire de la fausse monnaie, ils s'en foutent. On leur en reprend un peu, ils en refont un peu plus. Vous savez depuis 20 ans combien la Banque Centrale Européenne a créé de monnaie? La masse monétaire, c'est-à-dire le bilan des banques depuis 20 ans, a été multiplié par 2,5 ou par 3. Je ne sais plus les chiffres, il faut regarder parce que ça dépend, ça varie. La masse monétaire, en 1997, elle était de 14 000 milliards, c'est-à-dire le total de bilan des banques, c'est-à-dire toute la monnaie bancaire qui a été créée par les banques, le cumul de monnaie bancaire. En ce moment, il est de 36 000 milliards. Il a été de 40 000 milliards il y a quelques années. Donc il y a une création permanente de monnaie qui permet au centre de pouvoir de s'enrichir exponentiellement. Donc, c'est ce robinet-là qu'il faut comprendre, que nous devons maîtriser à nouveau, et pour lequel nous devons exiger, comme le font avec beaucoup de courage les activistes de l'organisme qui s'appelle Quantitative Easing pour le peuple, nous devons dire, pour l'instant, le revenu de base, c'est les banques qui l'ont. C'est entre 5 et 6% de monnaie supplémentaire par an. Ça représente 150 milliards par mois, qui vont directement dans les poches des dirigeants des banques, des traders et des grands banquiers et des actionnaires des banques. Et bien ces 150 milliards-là, c'est de la création monétaire qui est faite de toute façon tous les mois. Eh bien on pourrait peut-être envisager de partager un petit peu avec tous les autres humains, de manière à ce que le revenu de base bancaire devienne un revenu de base populaire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, excusez-moi, c'était un petit peu long, mais bon, voilà. Bon, c'est dit. Maintenant, vous savez d'où ça vient, d'en haut, d'en bas. Essayez d'expliquer ça à vos amis, à vos copains, je sais pas, moi. Moi, j'arrête pas, en tout cas. Allez, salut, ciao, bonne soirée.